Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, 3 grandes finales à vivre pour les luttes évaluées en pays kabien. À Pia, à Sarakawa, à Agbandeyaka, les jeunes lutteurs ont fait montre de leur forme athlétique, de technique. Spectacle assuré partout dans les arènes et partout. Le chef de l'État était là, tout près, en première loge. Économie, et nous parlerons ce soir aussi de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous êtes une entreprise PME, PMI. La procédure pour faire votre déclaration de la TVA n'est pas toujours simple pour vous. La NPJF donne les clés ce soir. Demain, c'est le 14 juillet, défilé sur les Champs-Élysées à Paris. La France célèbre sa fête nationale. Des militaires indiens vont défiler aussi. L'Inde, invité d'honneur cette année. Nous irons voir leurs préparatifs de près. Et voilà, mesdames, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le temps est clément aujourd'hui. La température douce, c'est un climat propice à un combat de gladiateurs. Allez, on descend dans l'arène. C'est la grande finale des luttes évaluées dans le canton de Pia. Aux empoignades, la coalition Akei Lao Kioude Tiamde face à celle de Kadika, Awidina, Koda et Pita. À la première loge, pour apprécier le spectacle, le chef de l'État, Fortney Sozimania Singbe. Le récit, écoutez ça là. L'ambiance ce jeudi sur le terrain rouge de Pia en dit long sur l'événement du jour. La finale des Evala 2023 dans le canton de Pia. Elle met aux prises la coalition Akei Lao Kioude Tiamde en blanc et celle de Kadika, Awidina, Koda et Pita en rouge. En présence du chef de l'État, Fort Eswazimna Simbe, les empoignades ont démarré avec ferveur et détermination dans les deux camps. Chaque évalou ou initié se donne à fond pour s'imposer devant son adversaire. En pays kabien, tout jeune en âge de lutter a l'obligation de se soumettre à l'exercice des Evala au risque d'être qualifié de déraciné. Les luttes Evala sont également une manière pour le jeune kabien de retrouver sa maturité au sein de la société. Evala, une épreuve d'endurance. Au-delà de la force physique, le lutteur doit faire usage de la technique pour mettre toutes les chances de son côté.
La coalition Accueilli Lao Kioude Tchamde remporte ainsi la finale des Evala 2023 dans le canton de Pia avec un score de 65 points contre 29 pour Kadika Awidina, Koda et Pita. Elle affirme sa suprématie avec 36 points de différence. Les Arrosa de la coalition Accueilli Lao Kioude Tchamde marchent sur les pas de leurs aînés en brillant par les victoires enchaînées face aux Rouges. L'endurance et la détermination des Blancs se précisent de plus en plus. L'équipe se démarque avec 45 points de plus que son adversaire. Les non-initiés d'Accueilli Lao Kioude Tchamde l'emportent face à leurs concurrents sur un score de 50 points contre 15. Éclape de fin également dans le canton de Sarakawa, finale disputée cet après-midi même, toujours en présence du président de la République, Faure Swaziland Gnassingbé, et l'affiche et le reportage de Nestor Bonjou. Sarah en rouge contre Kawa en blanc. Voilà l'affiche de la finale des luttes traditionnelles Evala dans le canton de Sarakawa. Evala prépare le jeune à la vie d'adulte et constitue un passage obligé, d'autant plus que la société kabyère est structurée en classe d'âge. Le respect de la hiérarchie, l'humilité, la solidarité, le courage et le don de soi au profit de la communauté. Ce sont ces valeurs parmi tant d'autres qui leur sont apprises au cours de leur initiation.
Pour cette année, la victoire a choisi le camp des Blancs. Kawa gagne par 13 points contre 11 à Sara. Troisième et dernière finale, la vivre ou à revivre pour ceux qui étaient sur place en pays kabien, celle de Agbande Yaka, au défi dans l'arène Yakaba et Yakaro, une finale au score, vous allez le voir, serré. Et c'est devant le chef de l'État et bien d'autres personnalités. Reportage Ramdan Bassina. C'est un accueil chaleureux qui est réservé au chef de l'État, Faure Sozimane Singbe, dans le canton d'Agbande Yaka. Sa politique de valorisation et de promotion de la culture togolaise est ainsi saluée. Dans ce canton, Yakaba en blanc et Yakaro en vert, c'est la rencontre qui a tenu en haleine l'assistance. Au fil des minutes qui s'égrènent, le score reste serré. Chaque camp tenait à rendre fiers les siens. Les Evala de Yakaba au final l'emportent par un score étriqué au bout du suspense par 15 à 14. Chez les non-initiés à Rosa, Yakaho sauve l'honneur en gagnant Yakaba par 27 contre 15. Et voilà donc ce qu'on peut dire des trois finales du jour sur la lutte Evala en pays kabien. Nous reviendrons sur d'autres aspects de ces Evala 2023. Il est 20h13. La suite est Zoom à présent sur les agropoles et ces zones à fort potentiel agricole, pôle de développement axé sur l'industrie agroalimentaire installée ici et là à travers le pays. Initiative du chef de l'État, Ulrich Amega. Au pied des majestueuses montagnes, quelque part dans la préfecture de la Bina, on reconnaît la zone d'aménagement agricole Palanizi-Ezap de Chikawa. Ce vaste territoire de 600 hectares est en pleine effervescence pour la culture du maïs, du soja et du riz. À la tête de cette ZAP se trouve Charles Dendéman, un homme dans la fleur de l'âge qui s'est érigé en tant que l'un des géants de la production au Togo, avec l'exploitation de 115 hectares pour la campagne agricole 2023-2024. Nous sommes 140 exploitants, dont 105 hommes et 35 femmes. L'année passée, nous étions 107 qui exploitaient. Nous avons exploité, on a eu près de 1000 tonnes. L'ANSAT a pris 251 tonnes. C'est-à-dire nous avons payé le crédit à 101 tonnes et 150 tonnes, on a eu 28 millions sur notre compte de la coopérative. Et ça a permis à tout un chacun de payer ses crédits et subvenir à nos besoins. Donc vraiment, c'était vraiment sans compter du riz et le soja. Voilà. Il y a la rizerie de la Bina qui a pris près de 50 tonnes de riz à notre niveau. Et le reste du maïs, on s'est débrouillé avec d'autres partenaires, en l'occurrence Citrapat. Le projet de transformation agroalimentaire du Togo, également connu sous le nom d'Agropole de Kara, a aménagé pas moins de 49 ZAP
s'étalant sur un impressionnant territoire de 5800 hectares. Parmi ces APP, 3371 hectares sont labourés par 1120 valeureux agriculteurs, dont 25% sont des femmes. Sur chacune de ces APP, les tracteurs vrombissent inlassablement, facilitant ainsi les travaux et insufflant une productivité grandissante. Ces engins agricoles sont aujourd'hui mis à disposition grâce à l'engagement sans faille pris par le chef de l'État Faure Issozimna Singbe lors des FOPAT, Forum des producteurs agricoles du Togo. Moi, je manque de mots pour vraiment remercier le chef de l'État, Faure Issozimna Singbe, qui a vraiment une vision, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça nous a, avec sa manière de faire, nous avons des tracteurs que Agropole nous a affectés. C'est eux qui sont en train de travailler. Vraiment, c'est un plus. L'année passée, on n'a pas pu labourer les 700 hectares, mais cette année, nous sommes déjà à près de 400 hectares déjà labourés et semés, ce que vous voyez. Et les tracteurs sont en train de labourer, on va mettre du soja. Et le riz, c'est déjà fait. Donc, franchement, c'est salutaire l'activité du chef de l'État. Vraiment, nous manquons de mots pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et nous prions que Dieu le garde pour continuer dans ce sens, pour que d'autres villages et cantons puissent aussi en bénéficier. Outre l'aménagement des terres, un soutien précieux est également apporté en termes d'intrants et de semences. Un magasin a été érigé sur place pour abriter ces précieuses ressources. Semences de maïs, de riz, de soja, ainsi que divers intrants. Pour la campagne 2022-2023, pas moins de 60 tonnes de maïs hybride, 50 tonnes de riz, 60 tonnes de soja et 0,5 tonnes de sésame ont été mobilisées. S'agissant des engrais, ce sont 2600 tonnes de NPK et 1200 tonnes d'urée qui ont été acquises, propulsant ainsi une production impressionnante de 3696 tonnes de maïs, de soja et de riz en faveur du bien-être des communautés locales. Nous avons commencé avec 3 hectares et nous en sommes aujourd'hui à 5 hectares. Avec ça, nous arrivons à gagner de l'argent et subvenir aux besoins de nos enfants en termes de scolarité et de soins de santé. Je tiens à remercier au nom de toutes les femmes de notre localité le chef de l'État pour toutes ses actions en notre faveur. La ZAP de Chikawa s'est également dotée d'un forage solaire équipé d'une pompe mixte. Au total, l'agropole de Kara compte fièrement 100 de ces forages. Les APP nous aident énormément. Avec le forage qui est installé ici, nous avons désormais de l'eau potable à boire et nous sommes en bonne santé. Les récoltes issues de ces APP seront acheminées vers les centres de transformation agricole actuellement en construction dans la région de Kara afin de répondre aux besoins des 7 préfectures locales. Les sites de Chikawa et de Pia seront bientôt opérationnels où l'on entend déjà le bruit des matériaux s'abattant, témoignant de l'ardeur des ouvriers. En parallèle, la construction de 7 entrepôts d'une capacité de 350 tonnes chacun, ainsi que de 7 aires de séchage, est également en cours. Toutes ces actions et formes de soutien découlent de la volonté du président de la République, dont la politique s'oriente plus que jamais vers la mécanisation du secteur agricole, la seule voie possible pour réaliser sa vision d'une sécurité alimentaire pour tous. La prochaine étape consiste à construire et mettre en service l'agroparc de Boukou qui sera dédié à la transformation agro-industrielle. Et on vient de l'entendre, Ulrich Chamégan nous parlait à l'instant de la zone agropole de Kara. On y reste pour découvrir encore un peu plus la région au paysage, vous allez le voir, montagneux et esquis avec sa verdure chatoyante. Je vous laisse apprécier. La région montagneuse de Tcharé offre un paysage verdoyant et magnifique qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Les montagnes s'étendent sur des kilomètres, entourées d'arbres de toutes sortes, et des habitations se trouvent à proximité. La vue depuis les hauteurs permet d'explorer cette merveille naturelle et d'apprécier la beauté et l'authenticité de la région de Kara. C'est ma première fois de venir ici pour travailler. Mais personnellement, j'ai vraiment aimé le paysage, j'ai vraiment aimé le milieu. À voir les maisons sur les montagnes, descendre, monter, tout ça là. Et puis c'est bien calme ici, c'est pas trop mouvementé. C'est joli. Bon, nous avons l'habitude de vivre en ville.
Tu sors le matin, tu vois les maisons, les motos qui passent fou. Ici, tu te réveilles le matin, il y a de l'air, on sent qu'il y aura de l'air frais le matin. En se déplaçant d'un endroit à un autre, à travers ce paysage, les noms des cantons eux-mêmes représentent un héritage et racontent une histoire. Les cantons de Pia, Tcharé, Soumdina et Lassa contribuent à la richesse culturelle de la région. En tout cas, ici, c'est notre origine. Et le paysage, comme vous le voyez, très clair, très verdure. De la création de ce milieu, oui, il y avait les premiers hommes qui étaient là. Et là, il pesait, comme vous le voyez, le sol est caillouteux. Et quelque part, ils cultivaient et c'était les cultures en terrasse. Et là, il y avait un grand qu'on appelait Tcha. Et maintenant, à chaque moment, on parle, il dit, je vais aller, c'est Tcha. Et on dit, Tchadé. Tchadé, Tchadé, Tchadé. Et c'est ainsi le nom Tcharé. Au milieu de cette nature exubérante, une route sinueuse et bien entretenue serpente à travers les montagnes. Cet endroit attire de nombreux visiteurs, en particulier pendant le mois de juillet, période de la fête traditionnelle Evala. Les habitants locaux et les visiteurs venus d'ailleurs profitent de cette occasion pour admirer les vues panoramiques. Pour moi, de venir ici, voir les fêtes des Evala, c'est quelque chose qui me réconforte beaucoup. Pour voir la nature et le maïs qui réussit, pour moi, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a une réussite ici au Togo et aussi dans la région de Pia-Kara. Je suis environnementaliste et je veux voir que les montagnes sont protégées, qu'il n'y a pas d'enlèvement des arbres. Cette partie de la région de Kara attire un grand nombre de visiteurs chaque année, dont la plupart sont des étrangers. Cela bénéficie grandement aux communautés locales qui peuvent tirer profit de l'industrie touristique. Le milieu m'a fait gagner beaucoup de relations avec les amis de l'extérieur. Donc du coup, quand je parle de mon milieu, ils veulent venir voir comment les choses se passent dans le milieu et tout. Avant Covid, j'étais venu avec un Mexicain aussi, et qui a voulu venir voir comment les choses se passent. Il disait sincèrement, d'abord, le climat est vraiment serein. C'est-à-dire que derrière les maisons et tout, vous voyez les arbres et ça fait vivre, c'est-à-dire que ça donne une longévité. De cet endroit de la Kara, les voyageurs en général ne retiennent que des moments agréables, mais surtout, ils sont marqués par le coucher du soleil derrière les montagnes verdoyantes. C'est une scène inoubliable qui reste gravée dans leur mémoire. Et ça tombe bien, c'est actuellement les vacances. Destination Kosa, ça vous fera du bien au contact de la nature. On reste toujours à Kara, mais cette fois sur un tout autre registre maintenant. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à l'Université de Kara. Une rencontre avec les étudiants en licence professionnelle, en métier de la communication. Et qu'est-ce qui a bien été au menu des échanges? Eh bien, voici le compte rendu de Nestor Mouzou. Face aux étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication de l'Université de Kara, les membres de la HAC, avec à leur tête le président Pitalonane Telou. En séjour dans la COSA, dans le cadre de leur mission, les membres de l'instance de régulation des médias ont été sollicités par l'Université de Kara pour entretenir les étudiants sur les attributions et activités de cette institution. Les apprenants ont profité de la présence de leur hôte pour s'enrichir de leur longue expérience en matière de journalisme et de communication. Cette rencontre nous a permis de découvrir ce qu'est la HAC et puis les différentes difficultés que les journalistes rencontrent sur le terrain et ce qui nous attend une fois au sortir de cette formation. Donc nous disons merci aux autorités de l'Université de Kara et aux membres de la HAC pour ces échanges que nous allons mettre en application tout au long de notre formation et surtout quand on sera sur le terrain. Le président de la HAC a saisi l'occasion de cette rencontre pour prodiguer d'utiles conseils aux apprenants qui ont émis le vœu que ces genres d'initiatives se multiplient
afin qu'ils cernent mieux les modalités d'exercice de leur future profession. C'est une première expérience de la HAC, ce dialogue avec les apprenants au métier de la communication. Et donc c'est avec plaisir que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a accepté de venir procéder à ces échanges avec les étudiants au métier de la communication, parce que nous estimons qu'il est important non seulement que la HAC soit ouverte au public, mais il est important que ceux qui apprennent le métier puissent déjà s'imprégner des réalités de ce métier au niveau d'une structure qui non seulement gère quotidiennement les modalités d'exercice de la profession, mais également qui regroupe des professionnels qui ont chacun au moins une vingtaine d'années d'expérience dans les métiers. La licence professionnelle en métier de la communication a ouvert ses portes cette année à l'Université de Kara à 21 étudiants qui peuvent se spécialiser en journalisme, communication en langue de sourds et communication digitale. De la HAC à une autre instance de régulation, ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et son appel de pied aux associations des consommateurs. Elle vient en effet de clore une tournée à travers le pays. L'objectif, l'intérêt pour les consommateurs, c'est avec Arnaud Lequiliou. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, veut renforcer sa visibilité auprès des consommateurs. L'institution a rencontré au plan national les associations des consommateurs. Les responsables ont voulu partager avec ces cibles les informations sur le fonctionnement de l'institution et les mécanismes d'alerte qui visent la satisfaction des clients. La mission de régulation, c'est d'abord pour le consommateur. On ne peut pas travailler pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et donc, il nous est apparu important de nous faire davantage connaître des populations pour lesquelles nous luttons, parce que toute la régulation, je peux le dire, est customer centric, c'est-à-dire orientée consommateur. Cette collaboration est partie du principe que nous avons l'ARCEP et ces associations, nous avons la même mission, celle de défendre les consommateurs. Après plus de 3 ans de partenariat entre ARCEP et les associations des consommateurs, le bilan reste encourageant. Il y a eu des changements d'amélioration au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Nous ne sommes pas seuls de savoir si nous parlons de tarifs interréseaux depuis un certain moment, c'est une réalité. Aujourd'hui, le coût est uniformisé, donc ça c'est l'œuvre de l'ARCEP et bien sûr avec la pression des associations des consommateurs. Et on se rappelle des refontes tarifaires qui ont été faites tout récemment. Au niveau de l'Internet, il y a quand même, le coût est abordable. Toutes ces démarches vont permettre à long terme de faire des associations des consommateurs des relais d'informations utiles et de bonnes pratiques en matière de formulation des plaintes dans l'exercice du droit du consommateur. Et je vous l'annonçais dans les titres, c'est un acronyme en 3 lettres, TVA, bien connu justement des consommateurs, mais pas toujours bien compris. Vous êtes une PME, PMI, quelle démarche pour faire sa déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée? ANPGF donne les clés dans son mercredi de l'entrepreneur, mais nous reviendrons sur le sujet dans nos éditions à venir. L'actualité à l'étranger, en France, demain c'est le 14 juillet, attendu sur les Champs-Élysées, le grand défilé militaire du 14 juillet. À l'occasion, 269 soldats indiens vont parader aux côtés des militaires français. Le préparatif dans ce reportage. Ils répètent pendant 5 heures chaque jour. Ces troupes de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine indienne s'apprêtent à descendre les Champs-Élysées ce 14 juillet. Nous nous entraînons depuis plus d'1 mois et nous venons tôt le matin. Mais c'est juste pour peaufiner certaines choses. Le 14 juillet, mes hommes et mes officiers seront prêts, comme ils le sont déjà. La dernière fois que les forces armées indiennes ont défilé dans la capitale française, c'était en 2009. Menton en l'air, épaules en arrière, poitrine en l'air. Mais c'est la première fois depuis 1916, pendant la Première Guerre mondiale, que le régiment du Pendjab y participe. Le fait d'avoir déjà participé en 1916 nous a remonté le moral, à moi et à mes troupes.
Dans notre style de défilé, l'aspect le plus important est le Josh. En anglais, Josh se traduit par feu, enthousiasme, zèle. Je pense qu'en défilant en France, ce Josh sera décuplé. Une semaine avant le grand jour, les troupes indiennes se sont envolées pour Paris. Nous les avons rencontrées alors qu'elles enseignaient un cri de guerre à des étudiants d'une académie militaire française. Avec des coups sous leurs bottes pour l'effet sonore et un balancement des bras pour le moins enthousiaste, le style diffère grandement de celui des troupes françaises. Il faut donc se mettre à l'équerre, regarder droit, et ensuite c'est une question de... Et c'est comme ça. En fait, c'est assez facile. Souvent, les Français nous ont approchés avec un sentiment de perplexité, se demandant comment on peut y parvenir. Nous y parvenons parce que cela fait partie de notre formation de base. Ce n'est pas quelque chose que nous avons répété pour ce défilé, c'est la façon dont nous marchons. Donc cela vient naturellement pour nous. L'Inde importe des armes et du matériel militaire de France depuis des décennies. Mais depuis 5 ans, Paris est devenu le deuxième fournisseur de l'Inde, derrière la Russie, mais devant les États-Unis. Hi, bonjour. Hey, how are you all? Comment allez-vous tous? Yeah. Bien. J'ai entendu dire que certains d'entre vous allaient devenir de futurs pilotes et que vous étiez tous dans l'armée de l'air. C'est bien de se rencontrer entre militaires de l'armée de l'air. J'ai piloté un hélicoptère français. Connaissez-vous Air Spécial Alouette? Alouette. Alouette, oui. J'ai volé pendant 1200 heures. L'Inde est le plus grand importateur d'armes au monde, avec une volonté, ne dépendre de personne et multiplier les fournisseurs. Les Français croient à la solidarité et à la fraternité. L'Inde croit également en un concept appelé Vasudhaiva Kutumbakam, qui signifie que le monde est une seule et même famille. Pour construire notre propre famille, il est très important pour nous de travailler avec le plus grand nombre de personnes. Les troupes indiennes défileront donc ce vendredi avec zèle et beaucoup de Josh. Et voilà, donc un avant-goût du défilé du 14 juillet demain. Cela dit, retour chez nous dans la zone Suediao, fermer les frontières aux maladies, renforcer la surveillance épidémiologique. Une quarantaine de gestionnaires des points d'entrée sont à Lomé pour s'approprier les nouvelles méthodes de surveillance et de contrôle des maladies. Les conclusions de leurs travaux dans nos prochaines éditions. Un rapport justement avec les maladies, c'est connu de tous, nul ne l'ignore, les moustiques se moquent royalement des insecticides. Aujourd'hui, les rats se jouent allègrement des désinfectants proposés jusqu'ici. Des nouveaux produits sont présentés aux gérants d'hôtels et de restaurants comme pour dire assez à ces espèces nuisibles. Sandra Ziabé. Les pays situés en zone tropicale sont souvent confrontés à des cas de paludisme, une maladie potentiellement mortelle. Le Togo n'échappe pas à cette réalité. Afin de lutter contre ce fléau, divers moyens conventionnels tels que l'utilisation de moustiquaires imprégnés et de répulsifs cutanés sont employés. La société togolaise d'intrants et d'équipements agricoles STEA propose une solution encore plus efficace. Elle propose des produits spécialement conçus pour la démoustication ainsi qu'une gamme pour la dératisation, permettant ainsi de mieux désinfecter les maisons et les espaces. Il s'agit de Fudora Fusion, il s'agit de Fudora Comax, il s'agit de Caotrine WG et de Caotrine 25EC. Ce ne sont pas des produits qui impactent l'environnement, qui ont une longue rémanence, qui contiennent des molécules de dernière génération. Ce sont des produits qu'on utilise à l'intérieur. Il y en a d'autres aussi qu'on pulvérise à l'extérieur. La dératisation, elle consiste à utiliser des méthodes chimiques et des méthodes physiques. Dans le but de sensibiliser et d'encourager l'appropriation de ces produits, la STEA partage cette préoccupation d'hygiène publique avec les représentants d'établissements hôteliers et de restaurants, garantissant ainsi un cadre sain pour leur clientèle. L'information est bien passée. Il y a des produits qui sont présentés qui m'ont beaucoup intéressé, mais il faudrait qu'ils passent et comme ça on va faire
le test, voir. Nous voulons contribuer à garantir une certaine santé aux clients de ces établissements-là. Le ministère de la Santé avec le ministère du Tourisme, les deux ministères ont sorti un arrêté interministériel pour demander aux établissements hôteliers et restaurants de procéder de façon systématique à la désinsectisation, dératisation et désinfection de leur établissement en vue de garantir un milieu sain. Ces nouveaux produits homologués par l'Organisation mondiale de la santé permettent également de se débarrasser de divers nuisibles tels que les cafards, les mouches et les termites. Ils peuvent être utilisés dans les concessions et ont reçu la certification ISO 9001. La STEA SARL, spécialisée dans la protection des cultures et l'hygiène publique, est à la pointe de ces avancées. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre des Armées, les candidats au concours d'entrée en classe de 6e et de 2e au Collège militaire Yadema, session 2023, peuvent consulter la liste de ceux retenus pour l'écrit à l'état-major général des forces armées togolaises dans les brigades de gendarmerie de dépôt des dossiers dans les centres d'écrit, à savoir Lomé, école primaire publique du camp général Nyasingbe Yadema, Thiévier, lycée de Thiévier-Ville 1, Atakpamé, lycée d'Atakpamé, Sokolé, école du camp de la gendarmerie nationale, Kara, collège militaire Yadema, à Tchichao, Dapaon, école centrale de Dapaon. Les candidats retenus devront se présenter dans les différents centres d'écrit le mardi 18 juillet 2023 à 6 h, munis d'une pièce d'identité en cours de validité dans les épreuves écrites du concours. Les candidats retenus pour le concours devront impérativement compléter leur dossier de candidature avec les relevés de notes du CEPD et du BEPC le jour de l'écrit ou au plus tard le vendredi 21 juillet 2023. Ces relevés de notes devront être déposés à la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises. Pour toutes ces informations complémentaires, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Voilà, et ceci referme donc ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, à Pia, à Sarakawa, à Bandeyaka, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.